La bienveillance respectueuse. Un sujet d'actualité. Quel usage va-t-on faire de cette bienveillance respectueuse entre un sentiment moral ou un sentiment politique? Une fois passé en revue toute cette problématique, nous poserons un constat et deux suggestions. Tout est parti d'une rencontre avec le dernier ouvrage de Miriam Fali et du respect inhibiteur. Partage de références, partage d'idées, une problématique émerge du fond que nous allons dérouler dans ces différents chapitres. Je vous propose de citer des passages de son livre. Début de citation. Il y a une évolution historique de nos mentalités. L'individualisme rend notre rapport à l'autre encore plus douloureux. Nous ne le supportons plus, nous sommes devenus susceptibles. Nous voulons être reconnus, respectés, et que l'autre n'empiète pas sur notre territoire. Le fort intérieur, l'intimité, le repli sur soi, la perte de l'espace public, l'intolérance à tout signe d'affrontement nous confrontent à l'émergence, chez ceux qui nous suivent, de tous les signes que nous croyons avoir éradiqués. La violence, la loi du plus fort, l'irrespect, l'incivilité. Nous avons perdu le courage. Nous ne savons plus nous confronter physiquement. Notre volonté de pacification nous fait éviter tout affrontement. Nous préférons la bonté. On est parvenu à un tel respect de l'autre qu'on n'ose presque plus y toucher. Respecte-moi devient prends-moi comme je suis, ne me demande rien, ne me bouscule pas. Laisse-moi où je suis avec ceux qui me ressemblent. Aime-moi, mais comme je suis. Tu me dois le respect semble pour finir signifier je suis suffisant et ma rencontre avec toi ne changera rien à ce que je suis. Si nous lui devons le respect, alors pouvons-nous exiger de lui quelque chose, lui imposer ce qu'il ne veut pas de prime abord. Nous ressentirions comme violence tout ce qui n'entre pas dans notre monde et vice-versa. C'en est fini de la rencontre. Au fond, qu'est-ce qui nous permet de grandir, d'apprendre? C'est bien d'être poussé, d'être dévoyé, d'être tiré hors de nous-mêmes, d'être séduit par ce que nous ne sommes pas. Or, un respect pris au pied de la lettre nous interdit de bousculer cet autre, de vouloir autre chose de lui. Nous tenons compte de son « je ne veux pas » émis en premier parce qu'il a peur, parce que l'effort demandé le tire de sa tranquillité. Dès lors, les gestes de la rencontre, les dispositifs proposés peuvent être ressentis comme des violences. Certes, mais n'allons-nous pas crever de rester en nous-mêmes, respectés pour ce que nous sommes? Fin de citation. La bienveillance respectueuse est un sujet d'actualité puisque depuis quelque temps ces mots de bienveillance et de respect se généralisent et surtout se banalisent dans le monde de l'éducation, du management et des milieux du soin à la personne. Entre une école bienveillante, une pédagogie bienveillante, une évaluation bienveillante, ce mot revient comme un crescendo, une mode montante d'un manteau à porter. Que viennent faire ici la bienveillance et le respect dans le champ de l'éducation et de la formation? Telle sera notre question. Ce mot de bienveillance est surtout en usage dans les thérapies, la psychanalyse et les approches cliniques avec l'écoute de l'autre, le soin par la parole et l'intersubjectivité. Pourquoi alors avons-nous besoin de textes, de normes ou de lois qui nous rappelleraient cette nécessité de bienveillance? Serait-il l'arbre qui cacherait la forêt de nos problèmes sociaux,
nous pourrions hypothétiquement y déceler une régression du lien social, où l'articulation des savoirs théoriques avec les savoirs intuitifs ne répondrait plus aux questionnements et problématiques actuelles. Pour éclairer ce propos, Yves Michaud, après son livre de 2016 sur le thème Contre la bienveillance, parle ainsi de son opposé en 2018 dans celui destiné à la violence. Je cite. L'apparition du thème de la violence dans les discours politiques ou dans les préoccupations de l'opinion publique est le symptôme de problèmes sociaux et de peurs qui trouvent ainsi à s'exprimer. Le thème de la violence est donc un bon indicateur de la situation sociale et de la manière dont elle est perçue. La violence opère comme un révélateur. L'apparition de la violence débouche sur le besoin de bienveillance. À la bienveillance et au cynisme vient s'ajouter une dimension instrumentale, manipulatoire et technique. Le mélange de ces trois attitudes fait en grande partie le malaise contemporain vis-à-vis de la violence. Quel usage allons-nous faire de la bienveillance ? Que cela soit dans le milieu éducatif, socio-éducatif ou des soins, les professionnels qui les composent portent pour la plupart ces valeurs de bienveillance et de respect sans les nommer. Si nous demandons à ces acteurs du secteur social leur représentation par deux mots caractéristiques de ces critères de valeur, l'écoute et l'attention sont majoritaires. Pourquoi alors préconiser d'être ce qu'ils sont déjà pour la plupart ? Quel serait ici le manque et de qui ? La bienveillance comme attitude empathique n'est pas à confondre avec une morale des comportements conforme dans une pédagogie vertueuse ou avec une déontologie prescrivant des conduites normées en procédure. Dans son livre L'Empire de la compassion, Paul Oddy nous dit que ce n'est pas la bienveillance et le respect qui sont en cause en tant que tels, mais l'usage que nous en faisons. D'où notre problématique suivante. La bienveillance respectueuse est-elle inhibitrice ou motrice dans les apprentissages et le changement ? Passons à la bienveillance sur le terrain entre morale, déontologie et éthique. 2 points. La bienveillance comme morale vertueuse, puis deuxième point, la bienveillance comme attitude professionnelle. Commençons par le premier. La morale vertueuse. Quand certains enfants sont en absence totale de bienveillance et vivent la malveillance et la maltraitance, d'autres baignent dans la surbienveillance au point de ne jamais être frustrés, de ne jamais se confronter. Un excès de bienveillance peut entraver les sujets et entraîner aussi de la malveillance. Ce trop de bienveillance, avoir en excès le souci de l'autre, ont aussi leurs dérives. Ces excès de bonté, de complaisance et d'indulgence sont justement une des problématiques actuelles de certains parents face à leur enfant du désir, décrit par Marcel Gauchet. En témoigne l'augmentation impressionnante des pathologies de l'enfance, d'après les études de 90-2002 de Missa Sekemeda et les écrits de Mellman et Lebrun. Ces pathologies narcissiques sont de plus en plus fréquentes chez nos enfants, ces enfants trop pleins de bienveillance et trop pleins de suffisance d'eux-mêmes, restent dans la jouissance et la toute-puissance. C'est la crise de l'individuation de Gauchet. Le surinvestissement et la surprotection de la bienveillance parentale sont tout aussi désastreux. La morale vertueuse à la Alice Miller, comme pédagogie blanche, est battue en brèche. Point numéro 2. La bienveillance comme attitude professionnelle. Le milieu du soin a compris cela à sa façon, entre la malveillance qui ne tient pas compte du rythme et des besoins psychiques des patients et son inverse d'être trop bienveillant. Ces deux comportements extrêmes cultivent le pâtir chez le client ou le patient. Pour qu'ils agissent, pour qu'ils deviennent des acteurs de leur maladie, pour qu'ils soient prédisposés à guérir, en France, depuis 2009,
l'ETP ou éducation thérapeutique du patient, a mis en place un protocole de suivi par un accompagnement éducatif et thérapeutique. Révillot 2006-2016. Et bien avant, en 80, en Amérique du Nord, la théorie du CAR et les pratiques du caring des soins mettent en avant des valeurs humanistes et altruistes, ainsi qu'une posture d'authenticité. Tout cela régit dans une éthique du CAR. Et c'est là où cela peut coincer. Je m'explique. En conséquence de ces deux bienveillances, la bienveillance comme comportement vertueux est un sentiment moral et la question d'Yves Michaud déjà citée est: peut-on bâtir sur elle une communauté politique? Deuxième point. La bienveillance comme attitude professionnelle, si elle devient comportementaliste d'après un référentiel des bonnes conduites à tenir, la question suivante apparaît. Est-ce bien une éthique ou une nouvelle déontologie qui se présente à nous? Passons maintenant au respect. S'engager dans l'accompagnement, dans l'éducation des métiers de l'humain, c'est prendre en considération l'autre. C'est le tirer hors de lui-même, de sa zone de confort. C'est le conduire au dehors pour qu'il rencontre et se confronte. Cela se fait toujours par un rendez-vous avec l'altérité et par un travail aux limites de notre zone de sécurité. La transgression est inévitable pour grandir, pour advenir. Roland Gori, dans La fabrique des imposteurs, écrit « Il n'y a pas de création sans transgression des normes ». Et je rajoute d'un travail aux limites de nos limites. Alors, deux cas opposés se présentent à nous. Le premier cas. Si éduquer, c'est un respect qui ne perturbe pas l'autre et préserve son intégrité. Ce respect qui nous laisserait dans notre zone de confort sans nous confronter à l'autre. Ce respect-là ignore l'autre, ignore la transgression des limites, et ainsi ce serait l'absence de la création de soi. Éduquer, c'est bien autre chose que ce respect qui ne perturbe pas l'autre. Deuxième cas. Si éduquer, c'est un respect qui prend toujours en considération l'autre. Pour l'apprenant, ce serait une transgression de ses zones de confort et de sécurité. Ce serait aussi un travail aux limites de ce qui nous bâtit. Cela n'est pas dénué de violence. Ainsi, un accompagnement est essentiel afin de ne pas se perdre ou de trop souffrir. En conséquence, si le respect n'est plus synonyme d'immobilisme, de sécurité et d'intégrité du premier cas, alors ce respect signerait l'avènement d'une dynamique relationnelle éducative élaborative du second cas. Sinon, dans le premier cas, cela dénoterait pour l'accompagné des constats comme La peur de penser par lui-même de Serge Boimard dans le milieu scolaire en psychopédagogie et de L'éloge de l'imposture adaptatrice de Roland Gori en psychosociologie. Tous les deux, dans des domaines bien différents, pointent l'impact des travaux sur les carences narcissiques actuelles, du développement psychique des sujets. Après la bienveillance et le respect, passons aux garants. Quelles seront donc la place, la fonction et le rôle de ces accompagnateurs? Comme les parents, les éducateurs, les maîtres, les enseignants, les soignants, tous ces intervenants des relations humaines, tous ces garants responsables du devenir de l'autre. Entre l'instituant comme nos enfants, les élèves, les patients, nos clients, et l'institué représenté par nos politiques et nos institutions, pas toujours bienveillantes, entre ces deux pôles, que feront ces garants responsables? En 1. Soit ils se vêtiront de ce comportement externe d'un masque en faux self, de bienveillance respectueuse et non violente, comme un manteau institué vertueux. Ici, la morale et les contrats déontologiques sont présents. En 2.
soit ils mettront en débat ce propos sur la bienveillance respectueuse imposée comme juste, pour élaborer leur propre posture interne professionnelle. Nous interpellons ici l'éthique et nos critères de valeur. En conséquence, sans prescription morale et sans contrat déontologique du premier cas, quelle sera la posture du professionnel pour que l'empathie ne devienne ni de la sympathie ou de la pitié, ni de l'antipathie ou de l'indifférence, afin de préserver la dignité de l'accompagné d'une dette paralysante ou trop lourde à rembourser. Paul dit dans l'Empire de la compassion, que nous pouvons étendre ici à la bienveillance et au respect, écrit sur le dilemme de Nietzsche à propos de l'ontologie compassionnelle de l'humain. S'il faut être compatissant, alors il faut l'être sans le dire, sans s'en glorifier, et surtout en se tenant à distance de la souffrance que l'on partage. Fin de citation. Que penser alors d'une bienveillance respectueuse administrée ? Alice Miller, dans son ouvrage C'est pourtant bien, parle de cela et de ses dérives entre la pédagogie noire de l'autoritarisme et la pédagogie blanche des vertus imposées. Passons maintenant à l'apprentissage. Certaines fois dire oui est favorable. Certaines fois dire non s'impose, comme frustration, comme exigence, comme limite et comme dépassement de soi. La bienveillance en apprentissage serait de permettre l'expérience par essai-erreur et ainsi de laisser l'accompagné élaborer ses valeurs et non lui imposer les nôtres, comme des vérités. Apprendre à échanger, c'est oser. C'est oser se faire violence en quittant ses zones de confort. C'est oser se confronter à l'altérité et à tout ce qui nous résiste. C'est oser pratiquer par essai-erreur pour s'améliorer en continu, par auto-évaluation, régulation du sujet en relation aux critères du contexte et aux situations rencontrées. Et tout cela pourquoi ? Juste pour grandir et mûrir. Pour Jean Bergeret, cela ne se fait jamais sans une forme de violence fondamentale, d'une force vitale présente dès l'origine de la vie à accompagner. Se faire violence en sachant mourir de soi, de ce qui est, de nos certitudes, de nos savoirs, de nos croyances, pour renaître à soi. Le mythe du phénix, en quelque sorte. Maintenant, abordons les risques et les déviances de la bienveillance respectueuse. Je vous laisse un instant méditer cette phrase en silence. D'un côté, cette phrase n'est pas sans me rappeler les théories de l'engagement et de l'efficience de Joule et Beauvois, relayées dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. D'autre part, nous pourrions substituer les mots de cette phrase par ceux du management. Le bonheur est la condition nécessaire et indispensable à la productivité. Une fois instrumentalisé et outillé à tous les étages du système par des consultants experts de la bienveillance et du bonheur, les experts bisounours ou avec les mots de François Cheng, les marchands de bonheur, devenant maintenant les marchands de la bienveillance respectueuse non violente. Le risque à observer serait: est-ce que la bienveillance comme critère ou indicateur de mesure des affaires publiques, tout comme l'est devenu le bonheur national brut, d'une mesure sociale d'un citoyen devenu épicondriaque des Veillouz, est-ce que ce nouveau critère de la bienveillance vertueuse et sans violence est viable politiquement? Et va-t-il être légiféré et géré pour parer les risques psychosociaux en recrudescence? Yves Michaud en 2016 en parle ainsi. Il faut dénoncer la tyrannie des bons sentiments, la politique de l'émotion et de la compassion. Non que la bienveillance soit un sentiment indigne,
mais nous devons cesser de croire qu'on peut bâtir sur elle une communauté politique. » Fin de citation. Actuellement, après l'hégémonie du bonheur comme mesure de la productivité des citoyens, voici qu'arrive devant nous celle de la bienveillance sans violence engageante et efficace. Cela me questionne. Entre un sentiment moral laïque ou religieux, une déontologie prescrite des bonnes conduites ou une éthique interpellant nos critères de valeur. Que penser de tout cela? Passons à notre épilogue. Entre sentiment moral et sentiment politique. Cette bienveillance qui questionne aussi Mireille Sifali, je la cite. Il est vrai que la bienveillance explose. Je la retrouve partout. Peut-être y suis-je davantage attentive. Elle est instrumentalisée par le management également et par les tenants de l'émotion cognitive. Fin de citation. Cette bienveillance respectueuse, pouvons-nous la légiférer et l'instituer, comme le propose la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires? Dans ce cas-là, la bienveillance est assignée à résidence. Est-ce possible et souhaitable? Ou bien mettrons-nous en débat éthique ce propos, pour asseoir les valeurs de nos pratiques professionnelles éprouvées? En conséquence, comme le suggère Yves Michaud, puisque la bienveillance est un sentiment moral et non un sentiment politique, nous pouvons en déduire. Point numéro 1. Si la bienveillance respectueuse devient une obligation morale prescrite, elle sera inhibitrice des comportements par déresponsabilisation des sujets. Deuxième point. Par contre, elle serait motrice lorsqu'elle nous permet de nous questionner ensemble dans une visée responsable de nos engagements mutuels à l'exercice des métiers de l'humain. En conclusion de cette problématique et de cette revue de littérature pluridisciplinaire autour du même thème de la bienveillance et de son contraire, la violence, je vous propose de redonner vie à notre contrat social. Et pour que cela advienne, je sollicite, chez vous tous, une éthique par-delà le bien et le mal. Nietzsche. Par ce débat, élaborons d'autres paires de nos critères de valeur et de nos indicateurs pour agir et penser ensemble cette problématique de la posture des garants bienveillants. Respectueusement, cela va de soi. Maintenant, je vous propose 2 suggestions. Notre première suggestion, afin d'étayer ce débat, est de vous proposer un autre mot, la vigilance de la veille attentionnelle. Ce mot de vigilance exprime l'idée d'attention à l'autre, de considération, d'exigence dans un souci de l'autre, mais aussi de soi-même. Cette vigilance d'une non-négligence serait ainsi le mot-clé moteur de tous les métiers des relations humaines, afin d'être dans cette éthique par-delà le bien et le mal. Le seul souci qui apparaît, c'est que le bien ou le mal et les comportements prescrits dans une déontologie, cela se mesure et se juge sur une échelle. Cela peut se contrôler, se noter et être géré par des dispositifs comparatifs et quantitatifs d'évaluation rétrospective ou projective. Alors que la vigilance d'une veille attentionnelle est un phénomène comme processus actif vivant et non quantifiable. La vigilance est présente ou non. Cette veille attentionnelle est une écoute active de l'autre et seul un dispositif qualitatif et performatif d'évaluation contextualisé et situé peut constater sa présence ou non. Sans fanfaronner et ni banaliser, la bienveillance respectueuse comme vigilance aux autres et comme éthique d'une posture professionnelle complétant leur déontologie, certains métiers, comme les sages-femmes, les instituteurs, le connaissent très bien. Demandez-leur, ils savent, par cette veille attentionnelle, accompagner la délivrance. Notre deuxième suggestion, l'homme démiurge de Michel Lobreau, est une façon de l'exprimer.
Cet homme démiurge signe le passage du sujet créature au sujet créateur, comme artisan et fabricant de sa propre réalité, toujours en lien référé à l'altérité. Pour que l'homme démiurge advienne, comme il n'existe pas de création sans transgression des limites, nous, éducateurs au sens large, nous nous devons d'élaborer les conditions et le contexte favorables à cela. Michel Lebreau participe à la revue francophone internationale de recherche scientifique en éducation. Pour lui, je le cite, « Une structure qui aboutit à faire de l'homme un démiurge doit nécessairement être orientée dans un certain sens et posséder certaines caractéristiques. Elle doit permettre l'émergence d'une capacité à créer dans tous les sens du terme, aussi bien des utopies et des rêveries impossibles que des croyances sans véritable base, que des systèmes et des théories solides, que des espérances personnelles et des attentes infinies. » Fin de citation. Mireille Sifali ce soir même anime une entrevue sur un thème similaire au nôtre. Enseigner, éduquer, accompagner, la bienveillance suffit-elle? Elle écrit, je cite, « On peut rêver d'accompagner sans contraindre, mais cela réclame parfois d'autres gestes. Nous allons devoir associer bienveillance à exigence, à patience, à accueil, à hospitalité, à considération, ce qui demande un constant travail pour s'y repérer. » Fin de citation. Dans ces deux citations, c'est l'éthique qui est questionnée, la visée philosophique et politique et la finalité de nos actions. Point de morale, point de déontologie comportementaliste. Après cette présentation de la bienveillance respectueuse et de son usage politique, entre morale, déontologie et éthique, j'espère que vous pourrez vous faire une idée de votre propre usage de cette bienveillance et du respect. À bientôt.